Ah, le catalogue Radio Shack Tandy. Ça sent l'adolescent. Non, je veux dire, ça sent le bidouillage d'adolescent. Bidouilleur, salut. J'ai reçu beaucoup de commentaires plutôt nostalgiques au sujet de ma vidéo numéro 42, un adieu à la chaîne de magasins Radio Shack, aussi connue dans le monde comme les magasins Tandy. Si vous n'avez pas visionné cette vidéo, je vous suggère de la visionner. J'ai inclus le lien dans la description sous cette vidéo. Radio Shack a permis à d'innombrables jeunes comme moi de découvrir le monde fascinant du bidouillage en électronique. Malheureusement, cette chaîne de magasins n'a pas survécu à la vague eBay, Amazon, etc. Question de vous plonger dans mon petit monde d'adolescents curieux du début des années 80. J'ai pensé parcourir rapidement avec vous le catalogue Radio Shack de 1979. Le catalogue Radio Shack stimulait mon inspiration pour tout nouveau projet et me permettait même de garnir ma liste de cadeaux de Noël. Mais est-ce que j'ai parcouru ce catalogue? Souvent. Incroyable. Mais il fallait bien rêver un peu. Alors là, voici de près ce catalogue Radio Shack 1979. Je me demande bien qui est qui a colorié les lettres Radio Shack ici. Enfin, votre propre ordinateur. Wouhou! Alors, c'était souvent présentation de couple ici. Regardez la haute fidélité habillée en sortie de gala pour une simple chaîne sonore. Très amusant. Alors, on va aller se promener à l'intérieur. Et bien sûr, on mettait dans les premières pages tout ce qui était chaîne sonore. Ça montait la crédibilité, je crois, de la compagnie. Et on donnait le papier glacé sur ces premières pages, évidemment, pour atteindre le summum de la qualité. Bien sûr, les marges de profit devaient être assez grandes sur les chaînes sonores. Et on utilisait des porte-paroles. En voici un ici, un chef d'orchestre. Et bien, voyez-vous, des chaînes sonores, il y en avait beaucoup. Le métallisé comme ça, pâle, était à l'honneur, mais il y avait quand même un peu, en 1979, de devanture foncée. Alors ici, on a Arthur Fiedler, qui était un chef d'orchestre de l'orchestre de Boston. Et évidemment, les tables tournantes étaient en vedette. Voyez-vous un modèle ici un peu plus foncé, on mettait ça souvent. Et on classait des chaînes de bon à très bon, avec un prix qui allait en montant, évidemment. Ça nous donne une idée des prix, 800-900$ et 400 à 500$ pour des amplificateurs récepteurs. Là. Alors, c'était typique. Alors, voici un modèle foncé. Radio Shack n'avait pas de produit considéré comme étant de la très haute fidélité. Mais disons que c'était quand même de la hi-fi standard, je pourrais dire, là, qui plaît à 95% des gens. Donc ça, c'était correct comme qualité, mais sans plus. Alors voilà. D'autres modèles, il y en avait beaucoup, des modèles plus modernes, foncés comme cela, des mini-chaînes, des enceintes acoustiques. Ils en avaient beaucoup à vendre. Ils avaient aussi des haut-parleurs à vendre séparément pour pouvoir se monter ses propres chaînes. Alors, c'était l'ère de la table tournante, bien sûr, tourne-disque. Et bien, il y en avait beaucoup de différents modèles. Je crois que plusieurs de leurs tourne-disques étaient fabriqués par Technics, sans en être certain. Mais lorsqu'on regarde le type de construction avec, oui, c'est ça, les accessoires et la présentation, je crois que Technics, donc Panasonic, était un de leurs fabricants de tables tournantes. Il y avait des casques d'écoute, bien sûr. Mon père avait ce modèle-ci à la maison, le LV10. Et la mousse était toute désintégrée. C'était vraiment de la mousse standard là, sur les oreilles. Des bons casques, mais bon, rien de plus. Accessoires pour enregistrement, il y en avait beaucoup. Oh, ça ici, mon ami Jean-Charles et moi, on avait ce gag. On trouvait tellement cet appareil ridicule que je l'avais découpé. Et je dois ressortir le catalogue de 1981 pour retrouver l'item. Et c'était un écouteur qu'on appelait, nous, un écouteur coquille. C'est essentiellement ce qu'on faisait. On mettait l'ensemble, tout le pavillon de l'oreille
pénétrer à l'intérieur de cette coquille. C'est donc assez lourd et inconfortable. Mais on parle d'une réponse large et confortable. Franchement, là, c'était enfin un haut-parleur dans une espèce de coquille qu'on mettait sur l'oreille. On en a ri. Je sais pas pourquoi, mais on trouvait ça vraiment ridicule. Alors, des accessoires, là, des adaptateurs, il y en avait beaucoup pour l'audio. Vous verrez plus tard aussi de d'autres types. Toutes sortes d'accessoires. Ils faisaient beaucoup leur argent dans tout ce qui était hi-fi, audio. Tiens, des cartouches et des aiguilles pour les tables tournantes. Alors, je saute un peu. Ils avaient aussi des magnétophones. Il y en avait des petits, donc et portatifs, et des très petits aussi, les micro-cassettes. Ça se vendait beaucoup. Et j'en ai bavé, ce modèle-ci, entre autres. Je trouvais qu'il était super avec ses couleurs et ça donnait une impression de qualité. Eh bien, il y avait aussi des platines de maison. Regardez ici, des modèles 8 pistes, comme je vous ai montré dans une vidéo il n'y a pas si longtemps. Et des platines d'enregistrement à cassette compacte. Et ici, je crois que c'était Pioneer. À regarder l'allure des appareils, je crois que c'était Pioneer qui fabriquait leur platine à cassette. Radio Shack achetait beaucoup, donc revendait des produits. Ils avaient leurs produits originaux quand même, mais beaucoup de ce qu'ils vendaient était en fait du rebranding. Donc on changeait la marque dessus tout simplement. Des fois ça peut être une édition spéciale juste pour eux, mais c'était fabriqué par d'autres évidemment. Et les accessoires, des cartouches 8 pistes, cassettes compactes, ruban de magnétophone à bobine. Tiens, on passe. Des interphones. Ça, il y en a eu beaucoup. Des interphones sans fil ou des interphones avec fil, comme cela. Avec fil, c'était évidemment peu cher. Très intéressant. Où on nous montre ici, si vous regardez, on nous montre une dame dans la roulotte et un monsieur qui conduit le véhicule. On nous dit qu'on pourrait passer cet intercom à fil. D'abord, premièrement, c'était même interdit, même à l'époque, d'être dans une remorque pendant que le véhicule est en mouvement. Donc, douteux comme mise en marché. Les interphones sans fil, les modèles FM, c'était bien, mais ils avaient un modèle AM que nous, on s'était procuré pour pas trop cher. Et ça grondait constamment. La AM branché sur le secteur, parce que ça utilisait les fils du secteur dans la maison pour passer le signal. Bien, ça grondait le moindrement que vous allumiez un commutateur ou qu'il y avait une lumière de rue ou un tube fluorescent qui était un peu sur la limite. On avait toutes sortes de parasites. Ça ne fonctionnait pas bien. Les modèles FM, c'était beaucoup mieux. Bon, ils avaient évidemment tous les accessoires de téléphone et les téléphones à vendre, les répondeurs, ça, ils en avaient beaucoup. Tiens, vous avez un bon exemple des téléphones ici, le téléphone modèle 500 nord-américain. Ça, on en avait beaucoup à la maison de cela. Des radios d'automobile, soit cartouche 8 pistes, soit cartouche compacte. Vous l'avez ici, un bon exemple de ce qui se vendait. Ça aussi, c'était des gros vendeurs. Amplificateurs, haut-parleurs. Voulez-vous, il y avait la section automobile, il y en avait beaucoup. Ah, je tombe sur l'ordinateur TRS-80. Je vous le montre de plus près ici, puisqu'il l'avait mis en vedette sur leur dernière page en papier glacé. Le TRS-80 modèle 1, c'est sur cet ordi que j'ai fait mon premier programme d'ordinateur vers 1980-81 peut-être. On avait calculé à l'école pi avec 100 chiffres après la virgule. Donc, c'était très dispendieux, très onéreux. Vous regardez les prix, là, le modèle de base avec un basic de base, c'est le basic de niveau 1 qu'ils appelaient, bien, il se vendait 900$ en 1979. Et si vous passiez à 16K de mémoire RAM, 16K, hein, pas 16 gigas, 16K, eh bien, c'était 1300$. Et ça, c'était vraiment un modèle de base, même pas de disque floppy. C'était un enregistreur lecteur à cassette pour sauvegarder et charger les programmes qu'on a écrits. C'était pénible, c'était long et c'était cher. Bien sûr, ils avaient des modèles encore plus chers, comme par exemple cet ensemble-ci. Si vous l'équipiez au complet, c'est un TRS-80 modèle 1, vous alliez chercher jusqu'à 32K de mémoire et il se vendait un gros 6000$ à l'époque. N'oubliez pas que pour les anciens, là, c'était environ 4 à 5 francs pour $1 si vous habitez la France.
Donc, c'était très cher. Alors, Radio Shack, c'était une entreprise de niveau international. On parle au total, là, à l'époque, quelque chose comme 7000 magasins à travers le monde. On vous donne une petite idée ici. Il y avait 5700 magasins aux États-Unis seulement. Il y en avait 356 en Europe, donc Belgique, Angleterre, France, Allemagne et Hollande. 356 magasins. Au Canada, seulement 750 magasins. Énorme pour une population à l'époque de quoi? Peut-être 25 millions d'habitants. Alors, c'était très gros au Canada et aux États-Unis. Il y en avait aussi en Australie et au Japon même. Donc, c'était vraiment une entreprise qui s'était répandue très rapidement et qui était en croissance à l'époque. Leurs marques maison, ben, elles sont toutes ici. C'était les marques qu'on voit sur plusieurs de leurs appareils. Alors, je vous ai mentionné les adaptateurs tantôt. Bon, adaptateurs, pinces, connecteurs, il y en avait plein. En voulez-vous d'autres adaptateurs à nouveau, de audio, bien plein. Adaptateurs radiofréquence, connexion de câbles télé, câble coaxial, toutes sortes de pinces, fils de câblage, pinces alligator, du fil multibrin, des commutateurs, interrupteurs, de tout genre, relais, vibreurs, piezo, transformateurs. Il y en avait condo, résistance, potentiomètre, plaquette de montage. En passant, cette plaquette, bien, je l'ai ici. Une plaquette Archer. Et bien, elle a encore de l'électronique dessus qui date de 20 ans. Et elle est poussiérée. Mais c'est l'original. En plus, tiens, regardez, un outil d'enroulement. Je l'ai aussi. Cet outil-ci. Longtemps, j'ai fait des enroulements, des montages en enroulement avec du fil, donc pour faire les interconnexions. Je vous montrerai ça un jour. On interconnectait bien sûr avec des fils entre les contacts. Et bien, j'avais fait cela avec cet outil-ci. Alors, des circuits intégrés, ça c'était leur spécialité. Il y en avait de tout genre, des circuits d'ampli opérationnel plus classiques, PLL, clignoteurs de Dell. Vous remarquez les prix quand même, hein? 3,79 $, 2,39 $. Un circuit intégré générateur synthétiseur de son, 5 $. 3 $ pour une référence, ça c'est un LM723. Alors transistor, diode, il y en avait beaucoup. Alors si on revient dans les circuits intégrés plus spécialisés, tiens, un microprocesseur 8080A, 1495, des puces de la série CMOS, de la série 74, et tiens, il y en avait là 2, 3, 4 $, des puces de mémoire. Alors, toute une série de transistors disponibles. Il y en avait même au germanium à l'époque. Aujourd'hui, c'est très difficile à trouver. Et bon, c'était comme ça, là. Il y en avait des pièces, en voulez-vous, des boîtiers de montage, des boutons. Si vous regardez ma vidéo d'hommage à Radio Shack, c'était ce bouton-ci que j'achetais à l'unité plutôt qu'en paquet de 2 ou 3. Très amusant. Alors, des projets, là, quand vous regardiez le catalogue, là, vous en aviez plein la tête de projets d'électronique. C'était vraiment la place. Vous avez besoin d'instruments de mesure? Pas de trouble. Il y avait des multimètres ici, en pleine quantité. J'avais d'ailleurs acheté celui-ci à 38 $. C'était mon premier. Je ne l'ai plus. Je l'ai fait sauter. Il a grillé carrément. Mais bon, il y avait même des multimètres, un fréquence-mètre. Ce n'était pas Microntor Tandy qui le fabriquait, je l'avais vu dans d'autres marques. Mais il l'avait, c'était possible de le trouver. Ils avaient même des tubes à vide. Ils en avaient encore quelques séries. Alors, ce qu'ils clamaient, c'est que bien sûr, il n'y en a presque plus sur le marché, mais nous, on en a encore. Alors, c'était des restants de stock, certainement. Ce thermomètre intérieur-extérieur avec une aiguille, il fallait appuyer sur un bouton. On l'avait à la maison. Mon père c'était un kit, il se l'était construit. Et des piles. Des piles. Ce qu'il y avait de plus intéressant, c'est qu'ils avaient le club des piles. Une fois par mois, vous pouviez prendre gratuitement une pile Radio Shack. Alors, on prenait toujours la 9 volts, évidemment, mais parce que c'était la plus rare, c'est celle qu'on utilisait le plus dans nos montages. Alors, le club des piles, ça a été très populaire. Alors, des calculatrices, il y en avait beaucoup. C'était
pour une bonne proportion de calculatrices fabriquées par Casio. Et même, il y en avait aussi fabriquées par Texas Instruments. Alors, j'avais une calculatrice équivalente de Texas Instruments, où on remarque tout de suite l'apparence et le montage pour ceux qui ont connu ces calculatrices noires, la TI 55, TI 58, 59. C'était ce genre de calculatrice rebrandée, évidemment. Alors, les fameux montages de 50, 100, 75, 150 en un, des kits de radio. Évidemment, c'est avec ça qu'on a fait nos premiers balbutiements en électronique, les fameux ressorts, et on passait des fils d'une connexion à l'autre. Et il y avait d'autres kits plus restreints, des plus petits, qui étaient plus ciblés, comme par exemple un kit ampli et haut-parleur, un kit récepteur de CB, et des kits avec de l'astronomie, un kit de moteur, ce genre de choses. Il y en avait plein des kits particuliers. Alors, très intéressant. Plusieurs d'entre nous, on s'est fait les dents sur ce genre de kit. Alors, les appareils, là, il y en avait plein. Vous appelez ça des talkie-walkie, je pense. Nous, on appelait ça des walkie-talkie. En tout cas, c'est des émetteurs-récepteurs portatifs. Ça, il y en avait beaucoup. Je vous les montre à l'instant. On avait des jeux vidéo ici dans les premières générations en noir et blanc. Du type là, Telstar et Coleco. Alors, ils en avaient quelques modèles. Les antennes télé, bien sûr. Tout ce qu'il fallait comme accessoire télé. Des récepteurs à balayage, qu'un humain a appelé des scanners. Alors, ils ont été les grands vendeurs de ce genre de radio, des scanners. Ils en avaient plusieurs modèles. Et j'en ai possédé un qui ressemblait à ceci. Et mon ami Jean-Charles aussi. Alors, dans les walkie-talkie pour le CB, ils en avaient du plus petit jusqu'au plus gros. Et moi, je possédais celui-ci à 2 voix. Et par contre, je rêvais à celui-ci. Il y avait quand même des modèles intermédiaires intéressants. Et celui-ci, c'est un 40 canaux. C'était comme un CB standard pour mettre dans le véhicule, mais portatif. Alors ça, j'ai fait ma jeunesse avec des walkie-talkie comme ça. Ils avaient des accessoires. J'ai possédé longtemps ce Tosmite ou Rossmite, si vous voulez, wattmètre pour le CB et la radio amateur. Alors, je saute. Les CB, regardez-moi ce CB. Est-ce que ça ne vous donne pas le goût de vous en procurer un? Regardez le modernisme, genre téléphone, alors que le téléphone cellulaire dans l'auto n'existait toujours pas à l'époque. Ben, on rêvait d'avoir ça puis de pouvoir prétendre qu'on était au téléphone dans notre automobile. N'est-ce pas? C'était merveilleux. Station de base, antenne CB, des antennes verticales, omnidirectionnelles. Je possédais l'antenne demi-onde ici. Alors, j'en ai acheté des choses sur ce qui touche le CB. Je possédais aussi ce petit micro ici qu'on voit dans le coin. Un micro sur pied. Alors, si je continue, les radios CB mobiles, radio CB et radio AM/FM intégrées. Regardez-moi ça, encore le style téléphone. N'est-ce pas beau? Et la crème de la crème, la radio de base, AM et BLU, entièrement microprocesseur. Regardez-moi le modernisme de cette radio. En tout cas, ça aussi, on en a rêvé, mais apparemment, ce modèle n'était pas fiable. Beaucoup de ceux qui s'étaient procuré cet appareil ont eu des troubles avec. Donc, des choses qui arrivent. Les récepteurs ondes courtes. Celui-ci, c'était le DX300, c'était leur modèle haut de gamme. Mais, je vais vous montrer dans le catalogue de 1981. Moi, je possédais le DX100 et mon ami possédait le DX200. Le DX200 est une bonne machine. C'est un bon compromis au niveau du prix versus ce qu'on obtenait comme couverture. Le DX100 était définitivement un peu moins bon, mais on s'est quand même amusé longtemps à écouter les bandes internationales là-dessus. Il y en avait d'autres modèles de récepteurs. Il y en avait beaucoup. Des clés de Morse, voyez-vous. Cette clé-ci, bien, je l'ai toujours. Et elle fonctionne encore à 100%. Une clé en laiton. Les radios portatives, vous voyez cette radio? J'en avais une. C'est sur cette radio que j'ai entendu la chanson Funky Town de Lip Sync pour la première fois en 1980. Ah, des bons souvenirs. On avait aussi cette radio à la maison. Alors, voyez-vous, c'est ça. C'était ça, Radio Shack. Je vais parler au passé. C'était vraiment cela. Toutes sortes de produits innovants, intéressants, utiles pour la maison. C'était d'une couverture à l'autre.
on pouvait déguster ce genre de catalogue. Moi, je passais des heures à feuilletonner, essayer de comprendre, entre autres, la section des circuits intégrés, où je passais beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qui était offert. Ah, c'était le bon temps. Bien voilà, j'espère avoir pu vous illustrer comment beaucoup de jeunes et même des moins jeunes comme moi vivaient la technologie en 1980. Je suis persuadé d'avoir fait vibrer une corde nostalgique chez plusieurs d'entre vous. J'apprécierais d'ailleurs recevoir vos commentaires à ce sujet sous cette vidéo. Merci et à la prochaine!